Ce forage confirma nos doutes. Nous pensions que l'événement avait provoqué une collision avec certaines roches très importantes comme le calcaire et l'anhydrite. Le calcaire se transformant en vapeur produit du dioxyde de carbone par effet de serre et l'anhydrite, lorsqu'il est transformé à l'état de vapeur, produit des pluies d'acide sulfurique. Et cela confirma ce qu'on savait des effets climatiques produits par l'impact de Chicxulub à l'échelle du globe. Le projet révéla également que cet impact avait généré un système hydrothermal qui s'était étendu sur la totalité du cratère. Ces processus ont créé des milieux propices à l'évolution d'une nouvelle vie. L'extinction des dinosaures et de la vie, il y a plus de 65 millions d'années, a créé de nouvelles voies environnementales et écologiques. Les survivants furent donc à même d'évoluer et de saisir ces nouvelles opportunités. L'étape suivante de l'évolution mena à l'espèce humaine. On estime qu'un autre impact, comparable à celui de Chicxulub, s'est produit il y a environ 35 millions d'années. Mais personne ne peut jamais être sûr de rien lorsqu'il s'agit de roches spatiales. Malheureusement, ces événements ne sont pas réglés sur une horloge. Un impact de la taille de celui de Chicxulub pourrait très bien se produire demain. Beaucoup de chercheurs pensent que c'est ce type d'événement qui est à l'origine de l'extinction des dinosaures. Mais on discute encore pour savoir quel type de roche a percuté la Terre. En réalité, nous ne sommes pas certains qu'il s'agisse d'une comète ou d'un astéroïde, bien que certains nombres d'indices nous inclinent vers la deuxième option. Les astéroïdes sont plus nombreux dans le flux de débris qui entre en collision avec la Terre. Entre 85 et 95% de ces objets proviennent de la ceinture principale d'astéroïdes. Si l'on découvrait qu'une comète est sur une trajectoire qui menace la Terre, il serait sans doute difficile de la détourner ou de la détruire avant qu'elle ne provoque des destructions apocalyptiques. Les NEO, objets proches de la Terre, sont des astéroïdes et des comètes qui croisent l'orbite de la Terre et par conséquent peuvent un jour frapper notre planète. Mais bien que les astéroïdes soient plus nombreux à être entrés en collision avec la Terre, les comètes constituent également une menace. Ces corps glacés issus du système solaire se déplacent 3 fois plus vite que les astéroïdes. Il ne leur faut donc que 9 mois pour aller de l'orbite de Jupiter à celui de la Terre. On ne peut pas planifier des années à l'avance l'impact de la plupart des comètes. On n'entendrait parler d'elles que quelques semaines auparavant ou au mieux quelques mois. Heureusement, Jupiter agit comme un bouclier. Elle dévie la plupart des comètes qui se dirigent droit vers la Terre. Et les chercheurs ont maintenant des images pour le prouver. Entre le 16 et le 22 juillet 1994, les télescopes du monde entier captaient un des chocs de comètes les plus violents de l'histoire de l'humanité. La comète Shoemaker-Levy 9, formée d'une ligne de 21 fragments, s'écrasait sur Jupiter à une vitesse 100 fois plus grande que celle d'une balle de revolver. Comme Jupiter est une planète gazeuse et qu'elle n'a pas de surface solide, les objets furent ralentis par son atmosphère et explosèrent en plein ciel, formant des panaches visibles depuis la Terre. Au laboratoire Sandia d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, le physicien Mark Boslow et ses collègues avaient prévu par simulation informatique que ce spectacle cosmique serait visible de la Terre. Les gens ne s'attendaient pas à ce que cela soit observable, en partie parce que les impacts se produisaient au-delà de l'horizon, au-delà de la face visible de Jupiter depuis la Terre. Nous avons simulé le choc à grande vitesse des fragments avec l'atmosphère de Jupiter et les grands panaches de fumée qui allaient être éjectés dans l'espace. On devait les voir apparaître au-dessus de l'horizon de Jupiter grâce au télescope Hubble. Armés de ce nouveau savoir sur les impacts d'explosion en plein ciel,
Boslow se mit à enquêter sur un événement similaire. Le 30 juin 1908, s'était produit en Russie la plus grande catastrophe cosmique jamais enregistrée. Un objet de taille respectable avait explosé dans la région désertique de la Tunguska, en Sibérie. La déflagration avait entraîné une onde de choc et de chaleur qui avait anéanti 80 millions d'arbres sur une zone de plus de 1200 km². Mais il n'y avait pas de victimes, car la zone était très peu peuplée. Le désastre de la Tunguska a rendu perplexes les chercheurs pendant presque un siècle, car ils ne trouvaient aucun cratère ni aucune météorite. Et beaucoup d'arbres avaient été abattus, mais aucun n'avait brûlé. De nombreux savants finirent par conclure qu'une roche venue de l'espace avait explosé en entrant dans notre atmosphère. Il s'agissait d'une explosion atmosphérique. C'était la seule dont nous ayons connaissance, ce qui la rendait exceptionnelle et très proche de l'impact de Jupiter. Mais en fait, ce phénomène est sans doute plus commun qu'on ne le pensait. À l'origine, on avait calculé que l'astéroïde devait mesurer 60 mètres de diamètre et avoir relâché de 10 à 15 mégatonnes d'énergie, étant donné les dégâts provoqués. Mais aujourd'hui, Boslow pense qu'elle était bien plus petite. Lorsque j'ai fait une simulation avec un impacteur de 15 mégatonnes, la boule de feu qui est sortie de l'explosion est descendue tout droit vers la surface. Cela aurait dû brûler tous les arbres et dévaster toute la région. Or, cela n'a pas été le cas. Les arbres n'ont pas été brûlés. C'est donc que la masse devait être moins importante que ce que l'on pensait jusque-là. Boslow a conçu de nouvelles simulations pour montrer que c'était l'effet dynamique de l'explosion dans le ciel et non la taille de la roche qui avait provoqué la dévastation. J'ai modélisé la façon dont un objet, arrivant selon un angle de 35 degrés vers la Terre, explose lors de sa descente lorsqu'il est à 11-12 km du sol. Il arrive, explose, mais le jet de matière brûlante continue à descendre. Donc ce que vous voyez est l'effet dynamique qui succède à l'explosion. L'effet dynamique, ici, est la vitesse qui continue à porter la masse vers le bas avant qu'elle ralentisse et finisse par s'arrêter. Les nouvelles modélisations de Boslow prennent aussi en compte le fait que le terrain ne soit pas une surface plane. Le souffle de l'explosion a donc été amplifié par les lignes de crête. La rafale est plus forte au sommet de la crête et juste au-dessus. C'est là qu'il y a tendance à avoir le plus d'arbres et donc le plus de dégâts. Les nouvelles recherches de Boslow semblent indiquer qu'il est plus important qu'on ne le pensait de repérer les petits astéroïdes. L'une des conclusions de ce travail, c'est que de petits astéroïdes peuvent créer d'importants dommages au sol. Il ne s'agit pas de savoir si un autre objet frappera la Terre, mais quand. On estime que cela se produit tous les 500 ans. Et la planète étant de plus en plus peuplée, un tel choc pourrait être dramatique. Les collisions d'astéroïdes et de comètes n'appartiennent pas au passé. Elles sont toujours à l'ordre du jour et pourraient un jour affecter sérieusement la vie sur Terre. Croyez-le ou non, la Terre est frappée chaque jour par une roche spatiale de la taille d'un ballon de foot. On ne voit pas la plupart d'entre elles. Mais en 1992, une vidéo amateur a capté un flash de météorite dans le ciel nocturne. Celle-ci s'est peut-être écrasée sur l'arrière d'une voiture dans la banlieue de New York. Les chances d'être frappé par une petite ou même une grosse météorite sont infimes. Mais les dégâts potentiels obligent la NASA à rester en état d'alerte. Mandatée par le Congrès, la NASA doit détecter plus de 90% des néos de plus de 800 mètres. Car ces roches pourraient frapper la Terre avec une puissance plus grande que toutes les armes nucléaires que nous détenons aujourd'hui. L'astéroïde proche de la Terre le plus dangereux se nomme Apophis. Il est de la taille d'un grand pâté de maison. Cette roche spatiale passera très près de la Terre le 13 avril 2029.
Apophis a une chance sur 45 000 d'entrer en collision avec la Terre. Nous sommes donc concernés, même si la probabilité est très faible. Apophis n'est pas aussi gros qu'un astéroïde, mais s'il s'écrasait sur une ville, il l'anéantirait. La probabilité est faible, mais elle n'est pas nulle. Je pense qu'une bonne idée serait d'y placer un transpondeur. On pourrait ainsi le suivre précisément et savoir s'il constitue ou non une menace. Les chercheurs développent à l'heure actuelle des techniques pour détruire un astéroïde proche de la Terre, comme Apophis, ou au moins l'empêcher de causer des dommages. Mais si les comètes et les astéroïdes peuvent menacer notre vie, ils pourraient aussi nous être précieux. Avec cette technologie, nous pouvons aussi avoir accès à ces astéroïdes pour d'autres usages. Par exemple, pour en extraire des matériaux et les rapporter sur Terre. Le chercheur planétaire John Lewis a passé sa carrière à mettre au point des méthodes pour extraire les ressources spatiales. Il dit que les astéroïdes proches de la Terre permettraient de prélever de grandes quantités de métal, de minéraux et de la glace, destinés à la planète et à de futures missions et habitats spatiaux. J'ai toujours envisagé de ramener sur Terre les ressources spatiales. On pourrait extraire de l'eau qui permet d'entretenir la vie. Nous la buvons. Elle permet aussi de produire de l'électricité. On peut y plonger des électrodes, la transformer en hydrogène et en oxygène, qui peut devenir le carburant de propulsion pour ramener une fusée sur la planète. Parmi les nombreux composants de valeur que renferment les astéroïdes, on trouve du nickel et des métaux très précieux comme le cobalt ou le platine. Ils pourraient être extraits et permettre de construire toutes sortes de choses. Lewis imagine qu'on pourrait construire des installations en orbite autour de la Terre afin d'extraire et de produire en permanence de l'énergie. Mon concept, c'est que beaucoup de ces matières structurelles pourraient être utilisées pour mettre en place des satellites solaires et produire ainsi des quantités illimitées d'électricité propre à bas prix. Donc, on produirait de l'énergie et ensuite on l'enverrait sur Terre. Se poser sur un astéroïde n'est pas entièrement de la science-fiction. En 2001, la sonde Near Earth Asteroid Rendez-vous, connue sous le nom de NEAR, fut le premier vaisseau spatial à se poser sur un astéroïde, Eros, à 300 millions de kilomètres de la Terre. Nous avons réussi plusieurs missions sur les astéroïdes proches de la Terre ces dernières années. Il semble que ces objets soient accessibles et que l'on puisse s'y rendre facilement pour prélever des échantillons et les étudier. Les comètes et les astéroïdes ont eu des relations tumultueuses avec la Terre. Ils ont été créateurs et destructeurs. Ils pourraient même un jour prendre le relais de nos ressources qui s'appauvrissent. Bien que la probabilité d'assister à de nouvelles collisions soit plus faible que d'avoir un accident de voiture ou d'être frappé par la foudre, la menace plane toujours sur notre planète. Devrions-nous craindre que des comètes ou des astéroïdes frappent un jour la Terre? Disons seulement qu'il pourrait en effet se produire une collision au cours des 10 prochains siècles. Mais si la menace n'est pas assez forte pour que vous souscriviez une assurance contre les astéroïdes, nous devons pourtant être vigilants. Nous savons qu'au cours de l'histoire, la Terre a été bombardée par les astéroïdes. Il ne fait aucun doute que cela se reproduira. La question n'est pas de savoir si cela se reproduira, mais quand et où.